Bonjour à tous. Merci d'être présents lors de ce premier séminaire consacré aux risques psychosociaux confiés à l'hôpital. Je me présente, Marc Bétrémieux, président de l'APA, pédopsychiatre dans les Hauts-de-France, ancien chef de pôle. Nous serons trois à intervenir ce jour. Je vais passer la parole à mon voisin, Jacques Trévidic. Jacques Trévidic, donc administrateur de l'APA, ancien pharmacien hospitalier, et donc je vous présenterai la partie concernant les conflits. Gérard Chadili. Gérard Chadili, pédopsychiatre spécialisé dans les adolescents et addictologue, administrateur de l'APA, et je vous présenterai donc un zoom sur les risques psychosociaux sur le plan clinique. Donc, présentation de l'APA dans un premier temps, ensuite les risques psychosociaux dont on vient de parler, comment gérer les conflits à l'hôpital, ce sera le troisième chapitre. On parlera de coup de blues que vous avez derrière, que vous connaissez peut-être, et ensuite il y aura un temps d'échange, questions-réponses. Vous avez un chat pour lequel vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. L'APA, qu'est-ce que c'est? L'Association pour les praticiens hospitaliers. C'est une association qui a été créée il y a 40 ans. Qui était à l'origine des psychiatres qui se sont trouvés avec un statut avec beaucoup de faiblesses, en particulier concernant la protection sociale, et qui ont souhaité mettre en place une association proposant des réponses adaptées à la protection sociale. On en parlera un peu plus tard. Au départ psychiatre, très vite, l'ensemble des praticiens hospitaliers de toutes les spécialités. Actuellement, nous sommes 10 500 adhérents, praticiens hospitaliers, mais également pharmaciens et également libéraux, internes également, qui sont les futurs praticiens. Plus de 15 000 adhérents, donc plus de 10 500 adhérents, plus de 25 000 bénéficiaires, puisque nous avons nos familles, les enfants, les conjoints qui participent à l'APA. Nous souhaitons et nous avons développé des actions fortes en prévention des risques psychosociaux. On parlera de la plateforme tout à l'heure. On a des valeurs de soutien, de solidarité, de collégialité. Et on a mis en place pour cela aussi un fonds d'intervention au niveau de l'association qui permet de soutenir certaines situations, collègues en situation difficile sur le plan financier, liés à un handicap, liés à des frais importants dans les événements de la vie. Ensuite, nous avons été pionnières dans les régimes de protection, en particulier du côté de la santé, mais également et c'est le cœur du métier, du côté de la prévoyance, puisque vous savez que nos statuts hospitaliers sont très faibles dans les réponses apportées en termes de protection prévoyance, et donc nous avons mis en place avec des partenaires, c'est pas nous qui le mettons puisque nous sommes une association, mais nous négocions avec des partenaires, en particulier assurantiels, des contrats. Ensuite, nous sommes experts dans les carrières hospitalières. Si vous allez sur le site, vous allez retrouver un certain nombre de sujets concernant les statuts, des différents statuts hospitaliers. Nous suivons l'actualité et nous avons vu notre sensibilité, notre expérience antérieure, en particulier du côté du syndicalisme médical, une attention très particulière pour ça. Enfin, 600 partenaires au niveau des hôpitaux, puisque nous avons des conventions qui nous permettent aux hôpitaux de gérer les cotisations des adhérents. L'APA, donc 44 ans, je l'ai dit, une action de sensibilisation auprès des PH, mais aussi des internes. On a des partenariats avec un certain nombre d'associations d'internes de différentes spécialités. Nous diffusons des articles de fond sur la santé des praticiens, on travaille avec les revues, on participe aux symposiums, par des symposiums dans des différents congrès, comme le Congrès français de psychiatrie, que je remercie pour l'organisation de ce séminaire. Nous travaillons aussi sur l'épuisement professionnel. Gérard a déjà aussi fait beaucoup d'interventions sur la qualité de vie au travail. Nous avons des démarches partenariales, donc avec les syndicats, mais aussi d'internes, les intersyndicales, les associations d'internes. Un fonds d'intervention, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est une aide financière aux adhérents avec donc victimes d'accidents de la vie,
qui sont confrontés à des situations de handicap, qui ont des difficultés financières dans certains moments. On a une aide aussi complètement différenciée, des contrats qui, une autre partie, concerne la prévoyance et la santé. Nous avons une commission qui attribue ces fonds d'intervention et en 2023, à titre d'exemple, nous avions engagé 75 000 euros. Et vous pourrez aller sur notre site, nous avons différents témoignages, vous retrouvez au niveau de ce fonds. Nous allons aborder le cœur du sujet qui concerne les risques psychosociaux et je vais laisser la main à Gérard Chadili, donc psychiatre, expert en la matière. Merci Gérard. Bonjour, donc oui, nous allons aborder les risques psychosociaux. Ah. C'est moi, c'est toi. Voilà. D'accord. C'est moi qui l'ai fait? Oui. Ok. Donc, les risques psychosociaux, c'est quelque chose d'extrêmement important dans les professions de santé et pas uniquement chez les médecins, comme nous le verrons. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a plusieurs dimensions, et notamment la première, la charge de travail, avec donc un temps qui s'est particulièrement inversé depuis quelques années entre la charge administrative, en tout cas un déséquilibre entre la charge administrative et la charge clinique, avec des interruptions fréquentes de tâches, des difficultés de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, qui s'est aussi aggravée du fait de la pénurie de médecins et donc et de personnel de soins, puisque les infirmiers sont aussi concernés par une pénurie très importante. Donc, on a perdu aussi, en tout cas sur le plan médical, une autonomie et des marges de manœuvre, et notamment ce qui va se traduire donc par une impression d'être sous-utilisé, de ne pas être là avec ses compétences, d'avoir une absence d'autonomie et de participation, et tout ça va se traduire par une disparité aussi entre ce qu'on perçoit comme les bonnes pratiques enseignées et la réalité de terrain, et surtout, et ça a été plusieurs fois dit, les moyens alloués. Et on se retrouve donc avec l'émergence de conflits éthiques entre les praticiens et les personnels différents, à la fois paramédicaux, mais aussi administratifs, ce qui conduit forcément à une possible perte de sens. Donc tout ça va se traduire bien sûr par une charge émotionnelle, avec des entretiens qui peuvent devenir difficiles avec les patients, les familles, de plus en plus aussi avec l'intervention d'Internet où les patients pensent qu'ils savent autant que le médecin, voire plus, idem via des influenceurs, idem via de multiples informations, pas toujours bien digérées, mais qui peuvent être source de conflits et conduire parfois le professionnel à se mettre dans une position de cynisme vis-à-vis des familles, voire de détachement, ce qui nuit bien sûr à la relation médecin-malade pour laquelle il a été formé et qui peut bien sûr l'impacter. On va avoir donc une gestion de la précarité du patient difficile, des situations de plus en plus lourdes. Par exemple, nous avons constaté dans notre service, et ça joue beaucoup, que si nous avons 38% de moins de rentrées en hospitalisation, les situations étant plus longues et plus lourdes, nous avons 42% de DMS augmentés, ce qui se traduit par une charge émotionnelle et une charge professionnelle très importante et multidimensionnelle. Et ça, c'est dans beaucoup de disciplines. Donc, on se retrouve avec des actes de soins qu'on a du mal à maîtriser, ce qui se traduit par une stigmatisation, une culpabilité, parfois l'angoisse des erreurs, et donc un concept d'avoir l'impression d'être une seconde victime. Et aussi, cela crée à l'intérieur des équipes des violences et des tensions multiples. Donc, il y a un soutien social et de reconnaissance qui est nécessaire, et on a de plus en plus l'impression d'avoir un manque de reconnaissance, non seulement des patients, des familles, mais aussi des confrères de l'équipe et surtout de l'administration. En tout cas, c'est un ressenti qui nuit bien sûr à la qualité du travail, enfin la qualité de vie professionnelle, la qualité de vie au travail. Et ces incertitudes vont se traduire également par, parfois, on le voit bien aujourd'hui, par exemple, des non-choix de postes, c'est-à-dire les postes à responsabilité sont de plus en plus fuis parce que trop chronophages. Il y a aussi l'insécurité socio-économique. On voit qu'on passe un concours d'internat national, on peut se retrouver l'un de chez soi avec des situations financières qui peuvent être difficiles. Par exemple, un salaire d'interne à Paris, ça crée une situation financière difficile. Des situations aussi familiales qui peuvent être lourdes et qui vont aggraver. Ça, c'est pas nous, c'est un rapport de l'enquête de l'ISNI 2017.
Donc, il y a plusieurs dimensions, donc, et il faut penser à l'épuisement professionnel. Mais ce n'est pas le seul risque psychosocial. Hein. Rappelons que dans une profession de plus en plus féminisée, 78% des femmes médecins, dans une enquête de 2023, disent qu'elles sont victimes de gestes sexuels et de propos sexistes, et que 30% d'entre elles auraient été victimes d'attouchements, etc. MeToo Hôpital dit d'ailleurs que dès nos formations, c'est comme si on nous acclimatait à la violence. Il y a aussi donc un climat qui est de plus en plus considéré comme délétère et qui n'est plus d'accord de vivre dans une certaine situation. On a aussi des propositions déplacées, des harcèlements. 42% des directrices d'hôpital disent avoir été victimes de violences sexuelles ou d'agressions. Idem sur les violences et les incivilités. Il faut savoir qu'il y a 20 000 cas de violences rapportés chaque année contre les professionnels de santé. Donc tout ça va jouer, c'est un ensemble multidimensionnel et pas une seule composante, mais nous allons un peu nous focaliser là sur l'épuisement professionnel. Donc 3 dimensions, l'épuisement émotionnel dont nous avons déjà parlé, le risque de la déshumanisation de la relation et la perte de sens dans l'accomplissement de soi au travail. Donc, ce trouble entraîne des troubles cognitifs, des troubles affectifs, perte de l'estime de soi, irritabilité, repli, agressivité, des troubles comportementaux avec une augmentation de l'absentéisme, des conduites addictives qui sont très importantes chez les professionnels de santé et qui ne sont pas toujours bien explorées, surtout de l'automédication et le risque suicidaire. Nous rappelons que le suicide est une des premières causes de décès chez les psychiatres, les pédiatres, les anesthésistes réanimateurs, et qu'un interne, tous les 18 jours, commet une tentative de suicide. Donc c'est quand même pas rien. Il y a des troubles aussi psychosomatiques, céphalée, fatigue, troubles du sommeil, hypertension artérielle, stress, atteinte cardiaque, qui vont conduire donc à une moins bonne qualité. Et tous ces registres vont jouer. Il n'y a pas de spécificité particulière, mais c'est l'association qui doit être interprétée en fonction des divers contextes. On peut les repérer aussi avec une échelle. Bon, la plus connue, c'est la Managed Burnout Inventory, mais il y en a 6 ou 7 différentes. Celle-ci est la plus connue, la plus pratiquée. Hein, donc, et où on trouve les différentes dimensions et qui permettent de repérer, parce que le sujet qui est victime d'un épuisement professionnel n'est généralement pas le tir au flanc et donc a du mal à repérer, comme dans toute pathologie psychologique souvent, repérer qu'il est porteur de cette difficulté et il va continuer jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être opérationnel, ce qui malheureusement peut se traduire à la fin à un changement d'orientation. Donc des chiffres un petit peu en augmentation, 39% des soignants présentent un score élevé dans les 3 dimensions, 60% des internes un critère d'épuisement professionnel, 10% des internes du fait qu'ils dépassent les 80 heures par semaine et que dans leur temps médical, il y a 41% de temps médical et 59% de temps extra-médical, que 57% des internes ne prennent pas leur repos compensateur et particulièrement en chirurgie. Et si on compare des chiffres européens, on voit qu'on a à peu près 60-70% de gens qui sont en burn-out. Et ce n'est pas uniquement les médecins, puisqu'on retrouve ça aussi chez les infirmiers, 61%, chez les aides-soignants, 61%. Donc, c'est quand même une certaine proportion, 2/3 du personnel soignant, quel qu'il soit, est possiblement en épuisement professionnel. Et si on rajoute ça, on peut dire aussi que quand on rentre dans les études universitaires et des études longues et difficiles comme les études médicales, avec en plus 3 réformes en moins de 5 ans, eh ben, il y a déjà 20% des élèves, du fait de la pression scolaire, des élèves post-bac, qui sont en épuisement, en syndrome de burn-out. Donc, ça ne peut pas s'arranger dans des études compliquées. Et donc, ça veut dire qu'il faut s'y intéresser très tôt dès l'entrée dans les études. Voilà un petit peu un aperçu des risques psychosociaux et des difficultés. Je laisse la parole à mon collègue pour les conflits à l'hôpital. Voilà. Merci Gérard pour cette présentation, cette première présentation. Donc vous pouvez poser les questions. Je rappelle très clairement à nos auditeurs qui peuvent nous interpeller. Alors j'ai une question peut-être. Est-ce que cela concerne la responsabilité des professionnels, des psychiatres retraités si les proches sont traités? C'est une question un peu spécifique. On va peut-être y répondre après. En tout cas, je l'entends bien, c'est l'impact sur les proches, et si je comprends bien la question, l'impact sur les proches de la responsabilité des psychiatres qui sont au travail et qui sont dans une situation extrême
souffrance. Tu peux peut-être en dire quelque chose? Oui, mais ça rejoint un petit peu ce que j'ai énoncé dans ce qu'on appelle le positionnement multidimensionnel. Il est clair que nous n'avons pas qu'une vie professionnelle, nous avons aussi une vie en dehors du travail, même si de plus en plus nous travaillons beaucoup du fait d'une pénurie importante. Donc fatigue, épuisement professionnel, difficulté des situations, comme on disait, qui sont particulièrement lourdes. Eh bien oui, ça impacte quand on rentre chez soi la relation de couple, la relation aux enfants, la capacité de pouvoir être à nouveau à l'écoute dans le microcosme familial, avec les grosses difficultés donc d'adaptation. Et comme le sujet ne se rend pas forcément compte qu'il est en burn-out, comme c'est généralement des gens très engagés qui sont en burn-out, eh ben, ça a des répercussions très importantes sur les proches, avec ce qu'on appelle des réactions en cascade, puisque ça peut entraîner, du fait des difficultés relationnelles parents-enfants, des dépressions chez les enfants aussi, en tout ce qu'on appelle des dépressions en écho, des atteintes de l'estime de soi, des risques de séparation de couple et parfois aussi donc des conflits et des violences intraconjugales ou intrafamiliales et le problème des addictions qui rendent aussi la disponibilité difficile. Donc oui, c'est un impact très important. C'est pour ça que l'APA, qui ne s'intéresse pas uniquement à la santé de ses adhérents, mais aussi de la famille, de tout ce qui sont des ayants droit à côté, s'intéresse aussi à l'impact multiple que cela peut avoir. J'ai une deuxième question, puisque sur le même sujet, tu as encore la parole. Est-ce que tu peux développer la différence entre burn-out et stress post-traumatique? C'est pas du tout la même chose. S'il y a des liens possibles, c'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si vous êtes victime de harcèlement, si vous êtes victime de propos sexistes, si vous n'êtes pas considéré dans votre travail alors que vous avez fait un bon travail, voire même si du fait de l'épuisement professionnel, vous avez commis une erreur et qu'il y a donc un événement, par exemple un événement indésirable grave déclaré dans lequel vous êtes engagé, cela peut bien sûr avoir un impact traumatique. Et c'est vrai que plus on vit de traumas difficiles dans nos professions, c'est-à-dire par exemple la mort d'un patient auquel on s'est engagé, qui s'est suicidé pour un psychiatre, ou dans le cadre de la chirurgie, une opération qui a mal fonctionné alors que vous êtes déjà en risque d'épuisement, eh bien vous aurez l'accumulation des deux, c'est-à-dire l'impact du stress post-traumatique et l'impact de l'épuisement professionnel. Et il faudra les travailler comme si c'était une pathologie duelle, parce que l'impact, le stress post-traumatique, peut avoir des conséquences. Il peut déclencher un épuisement professionnel, mais il peut aussi avoir son propre génie évolutif, et il faudra donc traiter ça comme une pathologie duelle. Bien sûr, la combinaison d'un stress post-traumatique et d'un épuisement professionnel aggrave la situation et parfois conduira malheureusement le professionnel à envisager une reconversion. Merci pour cette précision. Donc, j'ai une question qui est arrivée, mais qui va faire le lien justement avec le sujet suivant. On ne va pas y répondre tout de suite. C'est quel recours envers un chef de poste, enfin, une hiérarchie non soutenant. Alors, je vais peut-être passer la parole tout de suite à Jacques et on reviendra sur les questions. Comment gérer les conflits à l'hôpital? Jacques Trévidic, tu as la parole. On va avancer. Si j'y arrive. Non, c'est pas ça. Je fais alors. Vas-y. Voilà. Les conflits à l'hôpital, c'est un enjeu sur lequel tous les professionnels sont concernés, parce que l'hôpital est un lieu où on est confronté constamment à la maladie, la souffrance, la mort, et par conséquent, ça induit une pression, des contraintes, comme la permanence des soins, ou tout simplement aussi des insuffisances budgétaires, on le voit. Et toutes ces contraintes conduisent l'hôpital un peu et les personnels un peu à aggraver les tensions. Et donc, les conflits à l'hôpital sont très nombreux. Parmi les éléments susceptibles d'entraîner une souffrance au travail, les conflits entre personnes, entre les agents eux-mêmes ou avec leur hiérarchie, sont une source de stress et de risque psychosocial majeur. On sait bien que venir travailler la peur au ventre dans son service, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. Alors, c'est une question qui existe déjà depuis pas mal d'années, sur laquelle les pouvoirs publics se sont penchés et a été créée au niveau national et au niveau régional
ce qu'on appelle une médiation, la médiation nationale et régionale, sur un modèle qui existe dans d'autres secteurs d'activité. Par exemple, ça existe au niveau de la fonction publique d'État pour les enseignants, mais ça aussi existe dans le privé. Et ce système de médiation extérieure aux établissements a été mis en place par un décret de 2009 qui a été révisé en 2023. Et donc, la définition de cette médiation, c'est que ça s'applique à tout différent entre professionnels opposant soit un agent à sa hiérarchie, soit des personnels entre eux, dans le cadre de leur relation professionnelle, bien sûr, dès lors qu'ils sont employés par le même établissement au sein d'une direction commune ou d'un même GHT. Voilà. Et que ce différent porte une atteinte grave au fonctionnement normal du service. La saisine de cette instance régionale ou interrégionale ou nationale ne peut s'opérer toutefois, et c'est important, que si le différend n'a pu être résolu que dans le cadre d'un dispositif, n'a pas pu être résolu dans le cadre d'un dispositif local de conciliation qui doit exister. Et ou, pour ce qui concerne les conflits entre praticiens hospitaliers, par la commission régionale paritaire. Diapositive suivante, voilà. Donc, la définition de la médiation, processus structuré dans lequel deux ou plusieurs parties tentent par elles-mêmes volontairement de parvenir à un accord en dehors de toute procédure juridictionnelle en vue de résoudre leur conflit à l'amiable. C'est important, c'est une définition qu'on va retrouver à plusieurs reprises et notamment pour d'autres modes de gestion des conflits. Le médiateur, l'intervenant, c'est un tiers neutre, c'est très important. Médiateur, ça répond à une charte nationale. Ce sont des gens qui sont formés à ça et qui permettent d'aider à la résolution de conflits. Il aide les parties à trouver leur propre solution, mais il n'a pas à en proposer lui-même. C'est donc quelque chose qui doit émerger de la médiation entre les acteurs. Naturellement, le médiateur est indépendant. Le médiateur régional, interrégional, national, son intervention est gratuite. C'est important. Il ne doit pas avoir de lien. Et évidemment, il y a une confidentialité totale des échanges qui sont effectués entre le médiateur et les personnes en conflit. Mais à l'hôpital même, il doit y avoir aussi une structure qu'on appelle cette fois de conciliation. Pourquoi ? Parce que l'indépendance des conciliateurs n'est pas aussi totale que celle des médiateurs dans la mesure où il s'agit de personnels qui travaillent dans l'hôpital et par conséquent qui sont soumis à la hiérarchie hospitalière normale. Ça peut donc être un agent du même établissement qui peut, lors de la résolution des conflits, contrairement aux médiateurs, proposer des solutions en lien avec la gouvernance, et donc avoir un rôle un peu plus actif dans la résolution de conflits. Donc, au total, il y a moins de formalisme, mais la confidentialité est également la règle, bien entendu. Voilà. Alors, le problème de la résolution des conflits à l'hôpital, c'est que, d'abord, pour pouvoir résoudre un conflit, il faut en avoir connaissance. Il faut que ce conflit soit porté à la connaissance des structures qui vont gérer les conflits, mais globalement à la gouvernance de l'établissement. Parce qu'on se rend compte quand on essaye de gérer des conflits et qu'on est prévenu, quelquefois certains de ces conflits existent depuis des années, voire pour certains conflits que j'ai vus depuis 20 ans. Et donc on se demande, et parfois c'est quand même très violent depuis aussi longtemps. Et donc lorsque ça éclate au grand jour, c'est une surprise parfois totale. Bon, pourquoi ? Eh bien parfois on préfère ne pas en parler parce que c'est quelque chose qui dérange profondément, c'est un déni pur et simple, et on préfère taire les choses. Pour sortir de cette omerta, il paraît nécessaire de créer un système de signalement comme il en existe pour d'autres types de problèmes comme les événements indésirables majeurs, mais ce système de signalement serait spécifiquement dédié au conflit.
Alors, évidemment, structurer, ça veut dire donner les moyens de signaler par un système quelconque. Ça peut être une adresse mail interne, mais de toute façon, il faut aussi permettre aux gens de s'exprimer oralement. Et ça ne doit pas, on ne doit pas mettre des obstacles administratifs, si vous voulez, à la déclaration de ce type de situation. Attendez. Voilà, définition de la conciliation. Non, ça c'était celui d'avant. Petit problème. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a mis au point un système de signalement des conflits dans l'établissement, il faut créer des structures qui vont permettre de gérer ces conflits et de façon à aboutir à une conciliation si nécessaire. Et donc, il existe déjà dans certains établissements des structures, des sous-commissions qu'on appelle des commissions de vie hospitalière ou CVH, et qui sont chargées de gérer ces situations de souffrance au travail, qui peuvent être issues de la CME pour ce qui concerne les personnels médicaux, mais qui peuvent être aussi issues du CSE pour les personnels non médicaux, dans ces structures, il faut inclure évidemment le médecin du travail, si possible psychologue du travail s'il y en a, la DRH, les directions des affaires médicales. Et au sein de ces CVH, il faut un bureau de gens formés à cela pour signaler, pour traiter les signalements. Parce qu'évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement sensible, être capable de traiter, de comprendre ces signalements, et que ces personnes qui sont chargées de traiter les signalements soient connues du personnel de l'établissement. Bon, après, il y a un certain nombre de propositions que j'avais fait au moment d'un rapport à ce sujet pour qu'il y ait un fonctionnement qui soit régulier et garanti. Et évidemment, le fonctionnement de ces structures, ces commissions de vie hospitalière, doivent se faire en lien avec la médiation interrégionale. Voilà. Alors, il y a aussi un problème extrêmement important, encore plus que les structures, j'allais dire, c'est former les acteurs hospitaliers. Parce que on n'est pas formé du tout, que ce soit au niveau des études ou après, lorsqu'on devient manager d'une équipe, chef de service ou autre, à gérer ces conflits. La première chose, c'est qu'il faut que les étudiants, dès le premier cycle, soient formés aux éléments essentiels du travail en équipe. Comment on travaille en équipe? C'est pas inné. Il y a des choses qu'il faut savoir respecter, dire bonjour le matin, respecter les agents avec qui on travaille, savoir ce qu'on doit accepter de sa hiérarchie, mais ce qu'on ne doit pas accepter aussi. Ce sont des choses élémentaires, mais qui sont nécessaires avant d'être lâchés dans le grand bain qu'est un service hospitalier. Évidemment, il faut aussi former tous les responsables d'équipe au management humain. Un chef de service, il ne doit pas être nommé uniquement sur ses compétences médicales. Il doit aussi connaître, savoir les éléments nécessaires, indispensables pour gérer une équipe, petite ou grande. Et ça s'enseigne, ça s'apprend. Et ça paraît nécessaire qu'aujourd'hui, tous les responsables d'équipe soient formés au management humain. Évidemment, ensuite, pour faire des conciliateurs, il faut former les agents volontaires à cela, dans tous les métiers de l'hôpital, aussi bien au niveau des services de soins que des services techniques ou administratifs. Il faut former des gens à la conciliation. Et évidemment, il faut former les personnes qui sont chargées du traitement des signalements de souffrance au travail pour qu'ils puissent faire la distinction entre ce qui relève de la gestion d'un conflit, en ce qui relève d'un problème médical des agents concernés ou ce qui relève d'un problème d'organisation du travail. Alors, comment mener une conciliation? C'est un exemple que j'ai donné. Donc, lorsque la situation qui est décrite se prête à une conciliation, il faut proposer une conciliation aux personnes concernées et elle doit être menée par au moins 2 membres de la commission de vie hospitalière qui ne sont pas impliqués dans le fonctionnement du service, mais qui connaissent le contexte général. Et voilà, il faut qu'il y ait des entretiens avec les personnes concernées, d'abord séparément, puis ensuite, lorsque
on arrive à une certaine maturité dans l'avancement de la résolution de ce conflit, on peut faire des réunions avec les personnes concernées. Alors, ça peut se faire oralement, mais si c'est nécessaire, si ça s'avère nécessaire, on peut proposer un document pour formaliser l'entrée dans un processus de conciliation qui va durer un certain temps. En général, on fait en sorte que ça ne dure pas plus de 3 mois et on doit garantir évidemment la confidentialité. Alors, par contre, si une solution peut émerger qui nécessite le recours, le soutien à la direction des affaires médicales ou des ressources humaines, les conciliateurs pourront solliciter le recours, évidemment. Voilà, pour conclure, je dirais que il y a une prise de conscience qui a été faite au niveau de tous les acteurs hospitaliers, que ce soit les directions, que ce soit les corps médicaux, bien sûr, mais aussi les tutelles, que lutter contre la souffrance au travail, c'est l'affaire de tous et c'est important. À une période où l'hôpital est en crise, il est clair que gérer les conflits qui sont inévitables dans toute structure humaine et notamment une structure comme un hôpital, c'est un enjeu très important en termes d'attractivité, mais aussi tout simplement en termes de coûts d'arrêt de travail des personnels, de désorganisation des soins et de la qualité des soins pour les patients. Donc, c'est un enjeu qui est compris et qu'il faut maintenant partager pour tous. Voilà. Merci Jacques pour ces précisions. Nous avons plusieurs témoignages, on pourrait dire, en forme de questions sur le site. Plusieurs personnes évoquent leur situation personnelle où ils se sont trouvés mis en difficulté par un chef de service, une hiérarchie, c'est ce qui était évoqué. On nous demande de conseils par rapport à comment faire concrètement. Si tu as commencé à répondre, est-ce que tu pourrais peut-être développer cet aspect-là? Concrètement, il faut qu'il y ait des commissions de vie hospitalière qui soient mises en place dans vos établissements. Donc, si c'est du personnel médical, c'est une sous-commission qui dépend de la CME. Et les personnes en charge de ces commissions de vie hospitalière doivent être évidemment connues de tous les praticiens. Et à partir de là, effectivement, il faut effectuer un signalement qui sera écouté par les personnes en charge de cette commission de vie hospitalière et qui estimeront quel type de solution on peut apporter. Voilà. Et la première étape, c'est le signalement interne. Alors après, s'il y a lieu, peut débuter une conciliation, ou si la conciliation échoue, passer au niveau médiation, au niveau régional. Mais il faut d'abord que le signalement soit fait et que l'évaluation de la situation soit effectuée par des personnes formées qui sont de la commission de vie hospitalière. Il y a une autre question qui te concerne, mais par rapport à ton exposé, concernant la formation au management. Alors, qui, comment, quel organisme, etc. Alors, je pense que la formation au management, d'abord, ça commence avant le management, ça commence, à mon avis, à apprendre à travailler en équipe. Parce que, voilà, ça va pas de soi, c'est la première chose. Ensuite, lorsque on doit accéder à des responsabilités d'encadrement d'une équipe, ça devrait être un préalable. Ça ne l'est pas actuellement, mais on voit bien que les directions et les présidences de CME sont de plus en plus sensibilisées par ce point, comment choisir les responsables d'équipe, les directions aussi, donc c'est pareil pour les services administratifs. Et petit à petit, ça devient un prérequis pour pouvoir accéder à ces fonctions d'encadrement. Il y a l'université qui doit être impliquée là-dedans, mais aussi il y a des formations qui sont proposées comme à l'EHESP et ailleurs. Ça doit être un prérequis et former un chef de service, c'est pas que savoir utiliser des tableaux Excel pour gérer, etc. Il y a vraiment un côté humain sur lequel on doit accentuer les exigences en matière de formation. Parce que c'est pas inné d'être chef de service. Il faut savoir organiser des réunions, savoir laisser la parole aux uns et aux autres, savoir trancher lorsque c'est nécessaire, mais
jamais sans avoir écouté tout le monde. Enfin, ce sont des règles qui s'enseignent, et si on les a pas, si on promeut pas ces formations, ben, on arrive à des difficultés assez rapidement. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer, hein, clairement, mais ça prendra encore un certain nombre d'années avant que ce soit généralisé. Notre question, qui concerne peut-être tous les deux, au fond, plusieurs questions qui viennent sur le même sujet. Est-ce que je parlais de la hiérarchie, on parle de chef de pôle, comment on a vu dans un chef de pôle, comment intervenir quand ce chef de pôle, ou avec l'accord du président de CME, concrètement, quand il n'y a pas de médiation, ou quand il n'y a pas… C'est vrai, voilà. La conciliation, c'est une étape première au sein de l'hôpital. Si cette conciliation s'avère impossible, qu'elle ne fonctionne pas, alors à ce moment-là, on peut saisir le médiateur régional. Il y a un médiateur régional ou interrégional auprès, normalement, de chaque ARS. Il y a des régions qui ont été regroupées, comme pour la mienne, par exemple, Bretagne et Pays de Loire, ça a été regroupé, mais il y a un médiateur et on peut faire appel à lui. Les coordonnées, normalement, de la médiation, il y a un site ministériel sur la médiation nationale et régionale, avec les coordonnées de tous les médiateurs, et à ce moment-là, il faut les solliciter par mail ou par téléphone. Alors, vous allez avoir tout à l'heure, je vais vous présenter voilà, Coup de blues avec une plateforme de ressources et d'informations. Avant, j'ai encore une question peut-être plutôt pour Gérard Chadili. Tu as évoqué un profil de personnes très investies, susceptibles de ne pas s'apercevoir qu'elles sont en burn-out. Est-ce que tu peux développer là-dessus quel profil bon, parce que voilà, c'est une question un peu sensible pour une personne, nos interlocuteurs. C'est toujours questionnant quand on dit les choses comme ça, parce qu'on pourrait penser que ceux qui ne font pas de burn-out sont des tirs au flanc, mais pas du tout. C'est simplement que la plupart du temps, ceux qui subissent l'épuisement professionnel, ben forcément, ils se sont très engagés dans la profession, peut-être trop du point de vue émotionnel, peut-être trop au niveau de la surcharge de travail, en acceptant trop, en allant au bout de la limite. Et ça, c'est peut-être préjudiciable, et je crois qu'il faut faire attention à ça. On a cité tout à l'heure que beaucoup d'internes ne prenaient pas leur repos compensateur, que certains d'entre eux travaillaient plus de 80 heures par semaine. C'est beaucoup trop. Je rappelle que la Commission européenne dit qu'il ne faut pas dépasser 48h30. Hein. Donc, à partir de là, il faut faire attention à ça, c'est-à-dire peut-être de son engagement qui peut être préjudiciable, et non seulement préjudiciable à soi, mais aussi préjudiciable à son équipe et préjudiciable à ses patients. Et des fois, on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'après, on n'est plus disponible. Hein, et ce problème de disponibilité peut conduire à des difficultés, des erreurs. Et ces difficultés, ces erreurs peuvent retentir aussi sur la relation qu'on a avec ses confrères ou qu'on a avec les autres membres du personnel soignant, et peuvent avoir un impact. C'est-à-dire qu'à un moment où on va attendre de la solidarité, ben peut-être qu'on ne l'aura pas. Et en même temps, on ne l'aura peut-être pas non plus de l'administration, parce que beaucoup de gens seront venus peut-être se plaindre de nos réactions. Et dans ce cas-là, il y a ce que moi j'appelle une double peine, c'est-à-dire que comme on n'est plus capable de se rendre compte qu'on est arrivé à l'épuisement, ben on n'est pas opérationnel et ça complexifie considérablement les choses. Et pour dire ce que Jacques a dit, ben en effet, je pense que quand on a un chef de pôle ou un chef de service ou un chef d'unité interne qui est formé au management, ben peut-être qu'il peut percevoir ce que le professionnel ne perçoit pas. Donc c'est bien l'affaire de tous de repérer les difficultés et d'essayer d'apporter une réponse pluridimensionnelle où tout le monde est engagé. Et c'est ça qui permettra une meilleure qualité de vie au travail. Et donc, forcément, pour la réponse à la question qui a été posée avant, de limiter aussi les impacts dans la vie sociale et dans la vie familiale. On a perdu. Merci, il y a un problème. Bon, voilà, on t'a entendu. Une autre question est peut-être plus en phase avec l'hôpital.
excuse-moi, avec l'hôpital et l'évolution. Enfin, donc c'est une question qui concerne la rentabilité financière, la logique administrative qui pousse les professionnels et les équipes supprimer des postes, etc. Donc, quelles sont les possibilités, comment optimiser, donc comment faire, quelle stratégie par rapport à ces conflits-là et ces difficultés rencontrées. Alors, syndicaliste, ancien. Oui, oui, on est ancien syndicaliste. Alors effectivement, ce sont des problèmes qu'on rencontre un peu partout. La question est de savoir comment on les aborde. Alors, s'il y a possibilité de discuter, il faut utiliser ces lieux de discussion que sont la CME, que sont pour les personnels non médicaux le CSE, etc. Après, si ça devient un conflit larvé, bah, il faut à ce moment-là essayer de faire appel aux instances de conciliation et de médiation de l'hôpital. Mais conciliation de l'hôpital, si elles existent, et si le conflit est absolument insoluble, il y a les instances de médiation, je répète, régionales et interrégionales qui existent. Mais il y a eu quand même un argument qu'il ne faut pas négliger, c'est que il est dans l'intérêt des directions, y compris des directions financières, que les conflits internes soient résolus et gérés. Parce qu'en fait, c'est source de risques psychosociaux, c'est clair, et ça aboutit aussi à des arrêts de travail, et donc ça aboutit à de l'intérim, des remplacements pour faire tourner la boutique, et donc finalement, ça coûte cher, ces conflits. Donc, il est dans l'intérêt des établissements et d'avoir les structures nécessaires où peut s'établir un dialogue. À partir de là, c'est sûr qu'il faut pour ça que ceux qui sont en capacité de manager aient été formés à tout cela, qu'ils étaient sensibilisés à ça, à la nécessité du dialogue interne, institutionnel, etc. Mais il faut voir ça comme une source à la fois de bien-être au travail, de qualité des soins pour les patients, mais aussi comme une source d'économie. Merci. Merci de cette réponse. Une dernière question, on va passer ensuite au point suivant. Alors, faut-il promouvoir des exercices pour se former à des situations de type 1000 grammes? Expérience de 1000 grammes, c'est-à-dire expérience de mise en situation. Alors, Gérard, tu réponds? Moi, je pense qu'il faut. Alors, 1000 grammes, c'était un truc très particulier, mais ça montrait bien qu'on réagissait très tard, en fait, avec l'expérience d'un acteur qui joue celui qui reçoit les décharges électriques en fonction des réponses qui ne sont pas données. Bon, c'est pas tout à fait le même genre, mais par contre, c'est sûr que former des mises en situation sont importantes. Alors après, avons-nous les moyens de le faire? Et est-ce qu'il y a la volonté politique de le faire? C'est une autre question. Je crois que ça, c'est quand même important. Mais je crois qu'en effet, il faut se former. En tout cas, il faut savoir quelles réponses peuvent être apportées, où se renseigner, qui l'appeler. Et là, Jacques l'a bien dit, la médiation, c'est extrêmement important. Et c'est vrai que si les chefs de pôle se formaient, ou les chefs de service ou d'unité interne, et s'il y a les directeurs d'hôpitaux se formaient à cette appréhension-là de la conciliation, on éviterait beaucoup de problématiques. Car souvent, parce que Jacques va le confirmer, souvent quand on demande aux médiateurs d'intervenir, on est déjà dans des situations très critiques. Bon, je pense qu'il y a des choses. Oui, bah, de toute façon, manager une équipe, c'est gérer les conflits, par définition. Des petits ou des plus importants. Et pour ça, il faut avoir les techniques pour ça. En France, on a tendance à considérer que être chef, c'est cheffer, point. Ben non, être chef, c'est essayer d'arrondir les angles un peu partout pour que la machine tourne correctement et que chacun puisse y trouver sa place. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut enseigner et pas forcément juste quand on devient chef. Je pense qu'il faudrait enseigner ça au niveau des études, dès le premier cycle. Dès qu'on est interne, ça devrait être aussi enseigné à tous les internes. Travailler en équipe, être responsable d'une équipe soignante, etc. C'est dès qu'on est en situation de soigner. Donc, je pense que c'est important, que ça doit
entrer dans les enseignements de base et de la formation continue de tous les personnels soignants. Je partage totalement ton avis et je pense qu'à côté des écosses de ce clinique qui sont au concours d'internat, je pense qu'il faudrait, lors de la formation et notamment aussi lors de l'internat, créer des écosses de gestion des conflits. Et ça aiderait énormément pour le relationnel et la compréhension des difficultés de chacun, car on a tendance souvent à ne voir que son problème, et au sein des équipes, ça clive, et le clivage est source de conflit. Il faut apprendre à vivre ensemble. Et finalement, on se rend compte que c'est pas inné. Et dès lors qu'on a des responsabilités au sein d'une équipe, il faut apprendre à gérer tout ça. C'est aussi important que de savoir bien soigner. Merci. Donc, par rapport à nos ressources, l'APA a souhaité donc s'atteler justement à proposer un certain nombre de réponses à partir d'une plateforme de ressources en ligne pour aider les internes, donc l'ensemble des praticiens, aussi les universitaires évidemment, puisque nous sommes une association avec aussi des universitaires. Donc avec une approche bienveillante, aidante, avec un partage d'expériences, recherche de solutions. Donc vous allez trouver ça sur, alors je ne sais pas si vous allez, il y a des Coolblues, vous avez le site, vous avez le QR code là derrière, mais vous pourrez le trouver aussi sur on en parlera tout à l'heure, sur le Congrès français. On a des fiches pratiques, vous verrez, des témoignages également, de victimes qu'on est allé interviewer, des podcasts, des témoignages professionnels. Je vois Marie Peset, qui est spécialiste de la souffrance au travail, qui a écrit de nombreux ouvrages là-dessus. On a des numéros, des chats d'écoute. Et donc, vous avez un site qui s'appelle Coolblues. Vous mettez ça sur votre téléphone. Vous pouvez avoir l'appli sur votre téléphone. Je vais continuer. Donc, la présentation, alors c'est très coloré, très positif, bienveillant. On essaie d'être dans cette rubrique-là. Vous avez une bibliothèque également. Vous trouvez un certain nombre d'informations, un kit de communication. Vous pouvez utiliser ce kit au sein de votre établissement, c'est-à-dire reprendre ce kit et le communiquer à vos directions des affaires médicales, à vos collègues chefs de pôle. C'est un lieu qui doit vivre et qui vit puisqu'on l'alimente très régulièrement. On voit la photographie de Jacques Trévidic là-haut qui a témoigné un petit peu de son expérience dans la médiation comme il l'a fait aujourd'hui. On a différents points. Est-ce que vous voulez compléter sur ces plateformes Coolblues? Oui, ça permet à tous ceux qui ont des problèmes de souffrance au travail de trouver des réponses, en tout cas les moyens d'avoir des réponses. Je crois qu'il y a aussi une interview de Danielle Toupillet, qui est la médiatrice nationale, qui explique un petit peu le fonctionnement de cette médiation. Il y a des liens pour accéder directement aux coordonnées de toutes ces personnes. Il ne faut pas hésiter aussi à exprimer son besoin d'aide. C'est un outil, mais ensuite, c'est vrai que cet outil ne fonctionne que si on franchit le pas de dire, ben voilà, moi j'ai un souci, ça va pas, et j'ai besoin d'aide, et il faut franchir le pas dans ce cas-là. C'est rare, tu veux compléter? Il faut savoir que c'est un outil évolutif, donc on apporte plusieurs éléments à chaque fois, qui est actualisé, qui est très fonctionnel, très facile, et qui permet aussi de voir qu'on n'est pas seul. Puisqu'il y a des témoignages de situations qui sont des situations qu'on peut considérer assez paradigmatiques, qu'on retrouve d'ailleurs dans les questions qui ont été posées. Donc oui, ça permet de voir qu'on n'est pas seul, que certains ont trouvé des solutions, parce que dans les témoignages, ils parlent de leurs solutions. Et comme le disait Jacques, il y a des liens. Et donc, ça permet de trouver une solution, alors que souvent, quand on est en épuisement professionnel ou qu'on a un risque psychosocial, on a l'impression qu'on est seul et on ne trouve pas de solution. Donc, c'est pas la réponse totale, c'est pas la panacée, mais c'est un tremplin, une aide non négligeable, actualisée et très utile. Actif,
en lien avec ce qui se passe à l'hôpital, très vivant, et en particulier au niveau des médecins, mais pas que. Enfin, on a un certain nombre de professions. On a une collègue qui nous dit qu'elle rejoint la proposition d'un enseignement le plus tôt possible pour comprendre les mécanismes de clivage et d'accompagnement d'équipe avant d'arriver responsable d'une UF, même d'une UF, d'une unité fonctionnelle. Équipe est plus ou moins grande et souvent à temps partiel. Donc c'est vrai qu'il y a des fonctionnements qui évoluent, il faut se former à ça. Et puis, ce que je peux aussi encourager à tous ceux qui nous écoutent, c'est essayer de se renseigner sur l'existence d'une structure de gestion des conflits internes à l'hôpital, parce que il y a eu des circulaires qui sont sorties là-dessus. Le ministère a émis plusieurs recommandations en ce sens, auxquelles moi j'ai participé dans la rédaction. Et maintenant, il faut que ce soit mis en place dans les établissements. Et donc, c'est à vous aussi de demander à ce que la direction, la présidence de CME mette en place ces structures de gestion des conflits, parce que c'est absolument nécessaire. Et sinon, effectivement, on retrouve des situations qui sédimentent pendant des années. Et lorsque la médiation est sollicitée, c'est tellement enquisté que les solutions sont très difficiles à trouver. Le plus tôt on peut intervenir, le plus de chances on a de résoudre le conflit. D'autres interventions, Gérard? Non, parce que je pense que ce que vient de dire Jacques est tout à fait vrai, mais je crois que dans la gestion des conflits, comme malheureusement en France, dans beaucoup de problèmes, et je parle pour ma paroisse de la dictologie, c'est toujours compliqué. On a l'impression dans ce pays qu'on préfère le cure au care. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre en place la prévention des situations en amont qui seraient non seulement beaucoup plus efficaces et qui coûteraient beaucoup moins cher en arrêt de travail et en perte de personnel expérimenté et épuisé, on attend que la situation soit critique pour agir. C'est fort dommageable et je suis content qu'il y ait des gens qui, nous avions tout à l'heure 66 participants, je suis content qu'il y ait des gens qui s'y intéressent et qui vont peut-être porter cette parole de la prévention et de la nécessité de retravailler ou de revivre ensemble, quel que soit, qu'on soit médecins, pharmaciens, médicaux, dans une seule optique qui est que nous ayons à la fois une efficience de l'outil médical et hospitalier et également une bonne qualité de travail, qui est le garant aussi d'une bonne qualité familiale. Voilà. Alors, comme levier pour essayer d'avancer en ce sens, il y a aussi la certification des établissements. Il faut savoir qu'il y a un item très clair sur la gestion des conflits, qui est demandé par les visiteurs de la HAS et sur les risques psychosociaux en général. Donc ça aussi, ça doit faire partie des choses que normalement une direction doit prendre en compte. Les commissions de vie hospitalière, donc il y a un témoignage que certains établissements ont mis en place. Est-ce que actuellement la conciliation est possible? Est-ce que c'est dans tous les établissements? Je suis pas sûr de cela encore. Mais tout le monde n'est pas au même niveau. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire avancer les choses? Bien sûr, des webinaires comme le Congrès français de psychiatrie nous le permet, mais est-ce qu'il y a d'autres modalités, de moyens de mettre pression au niveau des établissements pour développer ces outils? Alors, les pressions, je fais toujours partie d'un groupe de travail avec la médiation nationale où le problème, c'est arriver effectivement à communiquer là-dessus et inciter les directions d'établissement à mettre en place les structures nécessaires et les formations nécessaires. C'est pas toujours évident. On a identifié le fait que les ARS peuvent avoir un poids déterminant. Les ARS, clairement, ça a un poids important sur les directions d'établissement. Et donc, il faut qu'on arrive à sensibiliser les ARS. Alors, comment sensibiliser les ARS? Il y a les syndicats de praticiens qui peuvent intervenir au niveau des commissions régionales paritaires pour demander à ce que les ARS fassent un petit peu la pression nécessaire. Et puis, la question aussi, c'est comment faire pression sur les ARS? Là, c'est la DGOS. Donc, on est un petit peu toujours ramené au système qu'on aime bien en France, c'est-à-dire que tout vient d'en haut pour arriver un jour en bas quand
quand on aura mis suffisamment de pression. Mais c'est à vous aussi, je pense, à chaque praticien d'établissement, à interroger sa hiérarchie, sa présidence des CME sur est-ce qu'il y a quelque chose de mis en place. Donc peut-être qu'en prenant les directions et les hiérarchies en sandwich, on finira par arriver à faire avancer quelque chose. Oui, donc il y a aussi, on a une remarque, et je vois que Gérard y répond, et essaie d'y répondre, sur des groupes de parole, d'échanges cliniques au sein des équipes. Ce qu'on avait au niveau des psychiatrie, et historiquement, ça s'est construit comme ça, permettre de se connaître, accepter, de dynamiser un exercice ensemble, vivre ensemble et travailler ensemble, mettre en place avec les psychologues, avec les psychiatres. Bon, ça, c'est aussi des outils basiques au fond d'une organisation hospitalière, d'un service. Bien sûr. Oui, Oui, vas-y Gérard. oui, j'ai essayé de répondre pour le chat, mais en fait, j'ai un peu raté ma réponse. Parce que ça a cliqué, j'ai terminé ma réponse alors que je n'ai pas commencé. Donc, moi, je trouve que c'est très important les groupes de parole, les groupes aussi d'analyse des pratiques, mais c'est pas mis dans tous les services. Et malheureusement, dans certains services, dans certains hôpitaux, c'est considéré comme une dépense superfétatoire en ces moments d'économie multiples, alors que ça ne l'est pas du tout. Et que, en effet, ça augmente des coûts à court terme et ça fait du temps pris à court terme, mais à long terme, c'est très porteur, très efficace et très rentable. Et malheureusement, c'est pas cet exercice, comme le dit très bien la dame qui pose la question, qui est important pour dynamiser un exercice ensemble. Je regrette que ce ne soit pas généralisé. Voilà. Et donc, on a aussi des retours positifs sur le site, hein, intéressants, soutenants. C'est vraiment la volonté de la confraternité, de la convivialité ensemble. On essaie d'apporter des éléments de soutien au niveau des collègues. Donc, alors, il y a une remarque qui arrive. Donc, souvent, les relations se dégradent progressivement entre les collègues dans une équipe. C'est une observation d'un collègue. Et puis, et aussi des témoignages, au fond, des effets sur le long terme, des situations de maltraitance intra-hospitalière avec des effets et solution qui n'a pas été une véritable solution. Une solution à un moment, c'est quitter l'établissement, mais ça reste fort. Comment traiter ça? Comment accompagner ça? C'est compliqué, parce que comme le dit très bien cette dame qui pose la question où elle a quitté son établissement maltraitant, mais 10 ans après, la cicatrice est là, on rejoint la question initiale, qu'il est bien difficile parfois de faire la différence entre un syndrome d'épuisement professionnel et le stress traumatique induit. Et c'est ce stress post-traumatique induit qui va créer, comme l'a dit tout à l'heure Jacques, une peur au ventre et qui va faire que c'est pas parce que je change d'établissement que je vais mieux et que j'ai besoin d'un accompagnement lourd, ce que nous essayons d'apporter avec l'APA, mais on ne peut pas apporter un accompagnement long cours rapidement, même si on essaye. Mais c'est très important, cette personne qui dit que ça a duré 10 ans et qu'en effet, ça peut durer très, très, très longtemps. Et parfois, pour rejoindre l'autre observation, c'est que parfois, le sentiment, je ne veux pas dire la réalité, mais le sentiment qu'il n'y ait pas de soutien de nos collègues, qu'il n'y ait pas de soutien des autres, des équipes, et l'impression d'être seul, aggrave encore plus et fait évoluer le syndrome d'épuisement professionnel vers le stress post-traumatique, parce qu'on s'est senti dans une solitude et une absence de soutien. Et je crois que ça, c'est essentiel à prévoir et à organiser. Je pense que Jacques a sûrement des pistes là-dessus. Alors oui, on va ramener un petit peu à ce que j'ai dit. Je pense que la première piste, c'est la formation. Former tous les acteurs et les sensibiliser quand il y a une atmosphère qui se dégrade dans un service, et bien, il faut être capable d'avoir les outils méthodologiques pour faire en sorte que la question soit posée. D'abord, c'est pas des psychiatres que j'apprendrai que la parole, c'est essentiel. Et ensuite, des outils pour les résoudre, quoi. Donc, on se ramène toujours à une formation au management, formation à la vie en équipe. Merci pour ces réponses. Nous arrivons sur la fin.
de ce séminaire. Vous pouvez continuer à peut-être à poser des questions, mais aussi nous rencontrer, puisque nous serons sur le site du Congrès français de psychiatrie, au stand 38. L'APA sera présent, sera représenté. J'y serai, mais d'autres collègues psychiatres aussi seront présents de notre association. Et puis, il y aura notre présentation de nos solutions en termes de prévoyance et de santé également, qui seront présentées. Un grand merci à tous. Un merci aussi au Congrès français de psychiatrie. Merci Gérard, merci Jacques pour ces précisions. Je pense que ce séminaire a été très bien suivi et apprécié. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.